Vous écoutez en balado-diffusion le premier volet de la série Dialogue. Imaginez les voies de la réconciliation et les avenues du dialogue social. Présenté par la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes. Troisième épisode. Conférence de Sherry Simon. Ressac contre le multiculturalisme, le Québec sous l'angle comparatif. Merci beaucoup pour cette belle invitation à venir discuter avec vous. Même si la journée est plutôt triste, moi je me sens triste. Monsieur Bouchard a dit qu'il était aussi triste, et je me sens trahie, comme vous sans doute aussi. Je suis moins généreuse que Jocelyn quand il parle de ce malaise identitaire. Je me pose la question, s'agit-il d'un malaise sinon fabriqué, du moins encouragé ou conforté? Voilà. Mon titre est trompeur. Le titre original que Alain vient de dire, le ressac contre le multiculturalisme est trompeur. Je remplace mon nouveau titre, se lit comme suit. Il n'y a pas de multiculturalisme. Pensez le dialogue sur le mode de la traduction. Alors, parler du ressac contre le multiculturalisme, comme je proposais de le faire, laisse entendre qu'il existe quelque chose comme le multiculturalisme. Quelque chose autour de laquelle les gens peuvent s'entendre pour le défendre ou pour le critiquer. Mais c'est loin d'être le cas. Puisque, comme Jocelyn aussi disait, la générosité herméneutique ne semble pas fonctionner dans le cas du multiculturalisme. On donne toujours la version adversariale la plus faible. Il s'agit d'un ce qu'on appelle en anglais un straw dog ou un adversaire fictif, un mot de code qui sert à avancer un argument. On ne sait pas en fait de quoi on parle. Il s'agit de quelque chose, c'est tout au plus l'inverse de ce qu'on veut avancer, qui est souvent une idée tout aussi vaporeuse d'une société unifiée, convergente ou synchrone. Le multiculturalisme est de plus en plus synonyme de danger, mais quelle est la nature de ce danger? Pauline Marois, il y a quelques semaines, a donné sa version de cet argument en suggérant que multiculturalisme rimait avec terrorisme ou danger de ce genre. Elle voulait peut-être prendre les éléments de discours d'un David Cameron ou d'une Angela Merkel qui ont aussi décidé que le multi, etc., était l'ennemi à abattre. Mais sait-elle vraiment quel argument elle voulait imiter? J'ai été fascinée de découvrir que le discours d'Angela Merkel, il n'y a pas si longtemps, se résumait à ceci. Et voilà ce que dit Angela Merkel. Nous avons fait venir les Gastarbeiter avec l'idée qu'ils ne venaient que pour un temps limité. Nous nous sommes trompés. Ils ont décidé de rester et il semble qu'ils sont là pour rester. Mais l'idée de vivre côte à côte ne marche pas. Nous devons plutôt parler de l'intégration. C'était l'essentiel de ce qu'elle disait. Combien de présupposés dans ces phrases? Le nous allemand qui reste souverain, le nous qui a accepté sans vraiment le vouloir d'accueillir noblement les immigrés, le nous qui exige l'intégration sans offrir en retour le droit à la citoyenneté. Des 4 millions d'immigrants d'origine turque à peu près, à peine une demi-million ont acquis la citoyenneté. Pauline Marois se reconnaît-elle dans cette position de l'État blessé dans sa générosité, trompé dans ses attentes, obligé de faire avec une population non voulue et récalcitrante? La situation du Québec est si différente de celle des nations européennes, la France autant que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, que les références à l'Europe semblent vraiment énigmatiques et mal choisies. Perdue dans ces références vagues et chargées idéologiquement, j'ai été curieuse d'explorer la voix de quelqu'un qui semble avoir de grandes certitudes sur le sujet. Dans l'autre journal d'octobre 2013, je trouve un article de Louise Mayou, professeure de philosophie au Cégep,
auteur d'un livre sur la laïcité qui s'appelle, de manière peut-être prophétique, « La laïcité, ça s'impose ». Elle dit ceci: « L'idéologie multiculturaliste est partout, en Europe, au Canada et bien sûr au Québec. Et partout, elle a pour fonction principale de neutraliser toute légitimité nationale. Le multiculturalisme a été inventé pour détruire la nation, qui représente un lieu de résistance collective, un creuset de l'identité, un lieu de convergence sociale, politique, culturelle et historique face au rouleau compresseur du capital financier et de la mondialisation. Le multiculturalisme, c'est l'idéologie du néolibéralisme, et au Canada, ce multiculturalisme est utilisé pour contester la légitimité de la nation québécoise. Bref, le multiculturel, c'est le contraire du national. Voilà ce qui est clair. Et on peut bien supposer que les auteurs de la Charte se sont inspirés en quelque part de cette définition. Ces distinctions relèvent d'une forme de pensée binaire, de ou. Il faut donc trouver d'autres modes de pensée. Changement de scène. L'élection de Mindy Pollock, femme chassidique dans le district Claude Ryan, Outremont, la semaine dernière. La signification de cet événement me semble capitale. Non seulement cette femme est-elle membre d'un groupe qui est traditionnellement réfractaire à la vie collective, mais il s'agit d'une femme, par définition opprimée dans le contexte d'une religion fortement patriarcale. Pour avoir été élue dans ce secteur, elle a dû recevoir l'appui massif de la population chassidique. C'est impressionnant. J'habite depuis très longtemps le quartier où habitent les chassidim. Pour moi, le défi de penser le quartier du Maëlène, quartier sur lequel j'ai d'ailleurs écrit un petit essai où je parlais de l'hybridité de ce quartier, le défi de penser ce quartier était de concevoir un quartier de diversité multiple et changeante, mais où restait toujours ce bloc réfractaire à l'assimilation et au changement. Cette population, justement chassidique, dont toute l'identité et la mission consiste à résister aux pressions de la vie externe à la communauté. Les Juifs chassidiques représentent un groupe qui contribue à la diversité du quartier, visuel de toute façon, mais qui est réfractaire à l'interaction. Bien que parfois irritant pour moi, j'en suis venu à l'idée que la différence, qui va rester différente, doit pouvoir aussi avoir sa place. Les chassidim m'ont appris que toutes les différences ne sont pas à concevoir comme des différences qui vont aller s'amenuisant. Qu'il y a des différences qui sont d'un autre ordre et qui peuvent aussi exister. Les chassidim m'ont aussi enseigné que nous n'avons pas à voir l'autre comme un reflet ou une projection de nous-mêmes. Dans un film de Gary Beitel qui était fait à la fin des années 90, il y avait beaucoup de témoignages de Canadiens français qui habitaient dans le quartier qui disaient que la présence visuelle des chassidim les dérangeait. Visuellement, ça dérangeait. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre maintenant aussi dans la question du port des signes. Il y a un dérangement visuel. Dans le cas des chassidim, l'habit des chassidim était semblable à la soutane et donc ne devrait pas y être, puisque rappelons trop notre propre passé québécois. Impossibilité donc de voir les chassidim en tant que chassidim, en tant qu'autres, impossibilité de les voir autres comme des projections de notre passé. L'élection de Mindy Pollock change beaucoup ma perception de la différence chassidique. Peut-être que cette différence que je considérais absolument inchangeable est en train de changer. Je ne sais pas ce qui adviendra de sa carrière politique, mais le simple fait d'avoir pu gagner à la fois la confiance de sa communauté et de Projet Montréal me semble énorme. Mindy Pollock ne porte pas de foulard,
Mais dès qu'elle sera mariée, elle portera une perruque, ce qui est l'équivalent. Deux conclusions pour le moment. Il faut pouvoir vivre avec une différence qui est différente, sur laquelle nous n'imposons pas la conformité, que les différences se multiplient, que les différences se multiplient plutôt que l'inverse, que d'imposer une conformité. Mais les différences changent de caractère, et la différence racidique qui se présentait comme immuable, en fait, elle change et elle évolue. Troisième partie de cette intervention en remarques éparses, penser le dialogue sous forme de traduction. Traduire est un mode d'échange qui ne produit jamais le même. Un transfert a lieu entre systèmes linguistiques et littéraires différents. Forcément, le processus produit toujours un reste, une différence, une modification, ne serait-ce que dans les formes grammaticales. Tout est traduisible. Il n'y a pas d'impossibilité de la traduction, même si parfois il y a des moments où il semble y avoir des impossibilités. Mais en fait, pour traduire, il suffit du désir de traduire. Et je donnerai deux petits exemples, ou deux exemples assez importants d'ailleurs. C'est la traduction entre langues où il n'y a pas eu une route tracée d'avance. La plupart des traductions vont emprunter des routes commerciales ou politiques qui ont déjà été tracées. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de route déjà tracée entre ces langues? Et je prends l'exemple de la traduction entre la langue yiddish à Montréal, la langue de la population juive, une modernité littéraire assez importante dans les années 30 à 50, et le français montréalais. Cette traduction, à un moment donné, pouvait sembler impossible. Impossible parce que impensable. Maintenant, ces traductions se font parce que le désir s'est manifesté, entre autres par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Pierre Anctil, qui a ouvert cette route et qui a fait des traductions qui étaient impensables, une route maintenant assez fréquentée. Il y a d'autres sortes d'intraduisibilité qui sont inscrites peut-être dans la langue elle-même. Alors, pensons, on parlait de la Révolution tranquille, pensons aux manifestations artistiques très importantes des années 60 qui étaient écrites en joual. Et dans ce joual-là, il y avait une volonté ferme, on pourrait dire, d'intraduisibilité. C'est-à-dire que c'était une langue identitaire qui se créait, une langue qui avait un certain hermétisme. Eh bien, ces textes maintenant, ces textes-là ont emprunté la route de la traduction et elles ont pu être traduites. On peut parler de la réussite plus ou moins grande de la traduction, mais ces traductions existent. Je voudrais en quelques minutes évoquer 4 logiques de la traduction, parce que je voulais introduire la traduction comme une autre manière peut-être de penser cette notion de dialogue. Dans dialogue, il y a peut-être des présupposés de symétrie. Dialogue ressemble beaucoup à des notions d'ouverture, de tolérance. La traduction, je pense, introduit dans la notion de dialogue des précisions. Des logiques qui sont peut-être plus complexes à comprendre. Alors, je vais donner en vrac 4 types de traduction. Le premier, le littéralisme. Le deuxième, l'appropriation. Troisième, la transmigration. Et la troisième, l'interférence créatrice. Littéralisme. Très rapidement, mon exemple préféré est Frank Scott. Frank Scott, constitutionnaliste, avocat important, un penseur du bilinguisme, biculturalisme,
un constitutionnaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui prend très au sérieux le texte de la loi. C'est aussi un poète moderniste et un traducteur. Il a traduit les poèmes de Anne Hébert, entre autres, et il les a traduits sous un mode littéraliste. Pourquoi? Parce que pour lui, il était essentiel de respecter la lettre du texte. Pour lui, il n'était pas question de traduire un autre poème qui était aussi bon que celui de Anne Hébert. Il voulait faire respecter sa différence, et pour faire respecter sa différence et la distance entre les communautés, il traduisait d'une façon littéraliste. Il dit, lorsque je traduis, je cherche à modifier le poème le moins possible et à laisser s'exprimer par lui-même dans l'autre langue. J'adopte donc une perspective littérale plutôt que d'offrir une version personnelle. Le résultat doit être un poème en 2 langues plutôt que 2 poèmes similaires. Le littéralisme, c'est le refus de prendre possession du poème de l'autre, de le faire sien, et le résultat, c'est de créer une autre distance. La distance entre les traditions poétiques, la distance entre les communautés. Et c'est de mettre en œuvre donc un type de traduction que j'appelle cool, et que je traduirais même par froide, c'est-à-dire qui ne vise pas à déranger, qui ne vise qu'à faire ressortir les différences qui existent entre les communautés et entre les traditions poétiques. Nous savons que la fin de l'existence de Frank Scott a été plutôt amère, envenimé par ses conflits avec les nationalistes québécois, parce qu'il n'était pas en mesure de s'identifier avec la communauté québécoise, tout aussi sympathique qu'il était à la cause du Québec. Il maintenait une idée sur le bilinguisme qui faisait qu'il n'était pas capable de faire partie réellement de cette communauté. Et ces traductions littéralistes, à mon avis, sont extrêmement révélateurs de ce type de distance qui peut se maintenir même si on traduit. Deuxième type de traduction, l'appropriation. Le meilleur exemple, c'est le Macbeth de Michel Garneau. Michel Garneau, grand joalisant, grand poète de la langue archaïque québécoise. Une traduction magnifique de Shakespeare, mais c'est moitié Shakespeare, moitié Michel Garneau. C'est un magnifique réussite de théâtre. Robert Lepage va reprendre même le très postmoderne Robert Lepage, très techniciste, va emprunter les traductions de Michel Garneau. C'est devenu une classique de la dramaturgie québécoise et c'est symptomatique d'une vague de traductions de cette époque qui était des appropriations. On traduit, mais pour imposer notre marque, pour accueillir l'œuvre dans notre milieu, mais pour la rendre nôtre. Troisième type, transmigration. C'est le transfert à l'intérieur d'une tradition. Vous aviez à Montréal, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très forte communauté de langue yiddish, une modernité de langue yiddish très forte. Dans les années 50, le yiddish était une langue morte à Montréal, l'Holocauste a mis fin. L'Holocauste, d'une part, d'autre part, l'assimilation à la langue anglaise. Vous avez tout un groupe d'écrivains de tradition yiddish qui se mettent à écrire en anglais. Vous avez Mordecai Richler, vous avez Leonard Cohen jusqu'à un certain point, son grand-père était un grand yiddishisant, vous avez Irving Layton et vous avez tout un tas d'autres gens. Là, la traduction est une genre de conversion, une sorte d'autotraduction
chez un auteur comme A.M. Klein, qui est très important, dont l'œuvre continue de recueillir au yiddish parfois comme un ferment actif, mais qui s'exprime dans une autre langue. Je pense que cette notion de transmigration de la traduction à l'intérieur d'une communauté peut être assez intéressante pour penser la question du dialogue tel que je l'ai proposé. Et la dernière, c'est l'interférence créatrice. L'acte de traduction prend des dimensions amples. Il comprend toute activité créatrice qui prend forme au croisement des langues. Alors là, je parle d'une forme de traduction qui est à l'œuvre maintenant beaucoup au Québec, et je le souhaite de plus en plus. C'est une espèce de mouvement de dialogue à l'intérieur des créations artistiques. Alors, l'exemple que je vous propose, c'est Incendie de Wajdi Mouawad. Alors, Wajdi Mouawad, sa pièce est écrite en français ici au Québec. Wajdi Mouawad est né au Liban, il vient ici, il crée cette pièce qui est à la frontière des deux communautés. Il est question de jumeaux nés ici qui doivent aller au Liban pour retrouver leur passé, pour retrouver le secret de leur passé. On peut dire que cette pièce est déjà en elle-même une traduction, puisqu'il est question de traduire en français une expérience qui a été vécue dans une autre langue. Mais pour moi, ce qui est encore plus remarquable, c'est le film Incendie, qui est fait par le cinéaste québécois Denis Villeneuve à partir de la pièce, qui est un superbe exemple de ce que j'appelle le d'espacement, puisqu'il vient élargir et enrichir les éléments de l'œuvre théâtrale. Il est question de la traduction du théâtre au cinéma, de Montréal à Beyrouth, de Beyrouth, le Québec et le Liban, d'un aller et venir entre les deux, d'un renforcement de la langue arabe dans le film, parce que l'arabe avait un rôle moindre dans la pièce. Elle a un rôle plus important dans le film. Le film de Villeneuve prend des libertés par rapport au texte. Il introduit des clarifications, des transitions, etc. Et il, magnifiquement, je pense, il met l'accent sur l'aspect mythique de la pièce. C'est-à-dire que là où on aurait cru normalement le cinéma donne un contexte matériel beaucoup plus important, le théâtre va suggérer un lieu, le cinéma va vous le montrer. Malgré tout cela, malgré cette matérialisation, il a réussi à faire ressortir l'aspect mythique absolument bouleversant de cette pièce et de ce film. Alors, Montréal constitue une preuve particulièrement frappante du fait que les langues dans une ville multilingue ne coexistent pas comme des éléments flottants d'un mélange libre, mais se lient par la traduction, mais la traduction dans ses diverses façons. Alors, parler dialogue, parler traduction, il faut aller plus loin, il faut dire quelle est la logique de la traduction qui est en train qui est en marche. S'agit-il d'un type de traduction qui laisse paraître les différences, qui met l'accent sur les différences? S'agit-il d'un type de traduction qui approprie l'autre, qui est une espèce de projection qui rend l'autre à soi? S'agit-il d'un type de traduction qui montre les failles et les coupures à l'intérieur d'un mécanisme de traduction, de transmission entre générations? Ou s'agit-il d'un type de ce que j'appelle interférence créatrice, où les langues entrent dans un dialogue où les parties se reconnaissent tout en se voyant transformées par le processus. Merci. Merci beaucoup.